conséquent, à ce moment-là, les anticorps peuvent avoir leur effet. Bien, alors, c'était une petite parenthèse avant de vous expliquer ce qu'est un réseau idiotypique. Donc l'idiotype, c'est ça, hein, c'est la caractéristique de la partie variable. Alors voilà le réseau idiotypique. Pourquoi? Si ça c'est l'antigène, il va déclencher une molécule complémentaire qui est l'anticorps. Vous voyez, là il est pointu, donc l'anticorps il va être creux pour s'adapter à l'antigène. Mais cet anticorps qui n'existait pas avant la rencontre de l'antigène, c'est une molécule nouvelle pour l'organisme qui va déclencher un anticorps 1, qui va être un anticorps 2, qui va lui aussi avoir une caractéristique particulière puisqu'il est nouveau, et qui va déclencher un anticorps 3. Donc il se forme comme ça un réseau, chaque anticorps pouvant déterminer un anticorps complémentaire. Et il y a un immunologiste qui s'appelait Germe, j'espère qu'il s'appelle toujours d'ailleurs, Germe, et qui a dit, eh bien, les anticorps forment comme un réseau naturel, et il n'est pas impossible justement que le nourrisson, le fœtus, récupère l'empreinte de ce réseau idiotypique à travers le placenta, par quel mécanisme, je ne sais pas, hein, mais qui expliquerait que nous ayons des anticorps naturels avant même d'avoir été en contact avec des antigènes extérieurs. L'importance de l'allaitement, ça c'est fondamental, bien entendu. Pourquoi c'est important? Bien parce qu'il y a les fameuses IgA dont je viens de vous parler, et les IgA eh bien, correspondent évidemment au milieu de vie de la mère. La mère ne va pas fabriquer des IgA contre tout et n'importe quoi, elle va fabriquer contre les antigènes qu'elle rencontre. Et c'est probablement ce qui fait le succès en Hollande de l'accouchement à domicile, plutôt que l'accouchement clinique, hein, parce qu'il y a plus de la moitié des femmes en Hollande qui accouchent à domicile, et bien tout simplement à domicile ou dans des maisons spécialisées, mais je veux dire, qui n'accouchent pas dans un hôpital. Pourquoi? Ben parce que l'ambiance environnementale d'un hôpital n'est pas tout à fait l'ambiance qui correspond au mode de vie de la mère. Donc l'accouchement à domicile fait que les IgA que le nourrisson va recevoir correspondent exactement au milieu dans lequel vit la mère, et dans lequel, évidemment, le nourrisson va vivre lui aussi. Ensuite, vous avez de l'interféron, c'est une substance toxique pour les virus, la présence de globules blancs, les neutrophiles, la présence de macrophages, qui sont les éboueurs de l'organisme, et puis vous avez également différents facteurs qui resserrent la muqueuse intestinale, parce que chez le nourrisson, la muqueuse intestinale n'est pas complètement formée, il y a des liaisons très étroites qui se font dans les cellules de la muqueuse pour qu'elles constituent une véritable barrière. Or, tout ça, ça se fait progressivement. Et le lait favorise cette transformation. La présence de molécules qui se lient aux bactéries, hein, qu'on appelle des mucines, une sorte de mucus, si vous voulez, hein, de molécules un petit peu gluantes, hein, et qui va se lier aux bactéries pour les empêcher, justement, de se lier à la muqueuse intestinale. Des oligosaccharides, ce sont des petites molécules constituées de plusieurs molécules de sucre. Et puis enfin, la présence de lactoferrine. Alors la lactoferrine, comme son nom l'indique, lacto parce qu'elle est dans le lait, ferrine parce qu'elle fixe le fer. En effet, les bactéries ont besoin de fer pour se multiplier. La présence de lactoferrine qui va fixer justement le fer va favoriser la protection du nourrisson en éliminant un élément indispensable aux bactéries. Alors, le risque d'induire la tolérance, pourquoi? Quand un nourrisson naît, il a des cordes vocales, mais il ne parle pas. Il émet des sons, mais il ne parle pas. Il a des jambes, mais il ne marche pas. Tout ça, ça doit être éduqué progressivement. Et bien, le système immunitaire, c'est la même chose. Le système lymphocytaire est éduqué à reconnaître. Alors, il paraît qu'il faut dire maintenant, il ne faut plus dire le soi et le non-soi, c'est-à-dire le soi, ce qui fait partie de nous, et le non-soi, ce qui est étranger. Il faudrait dire maintenant que le système immunitaire apprend à reconnaître ce qui est normal et ce qui est dangereux. Toujours derrière, ayez toujours en tête le signal de danger. Hein. Bien, alors les lymphocytes sont donc éduqués. Mais le problème, c'est que
si vous mettez le nourrisson en contact très tôt, avant que ces lymphocytes soient éduqués, avec des molécules étrangères, ben, il va accepter ces molécules, parce qu'il va dire, ah ben tiens, c'est des molécules que je ne connaissais pas, c'est bon, je sais maintenant ce que c'est, je les accepte. C'est ce qu'on appelle la tolérance. Et à partir du moment où il aura accepté ces molécules, eh bien, il ne réagira plus contre elles. Et on a pu déterminer, mais il y a longtemps, hein, il y a déjà 50 ans, qu'on a déterminé, c'est les Américains qui ont montré ça, qu'il y avait 2 zones de tolérance, la zone basse ou la zone haute, selon la quantité d'antigènes présents. Seulement, ce qui est une quantité importante pour certains sujets sera une quantité faible pour d'autres, et réciproquement. Donc, vous voyez que la tolérance peut être induite, c'est-à-dire le fait d'accepter des éléments étrangers, simplement par la vaccination. Si la vaccination, comme c'est le cas actuellement, est faite très tôt, eh bien, ça peut entraîner un état de tolérance. C'est-à-dire que le nourrisson ne réagira plus derrière s'il rencontre l'élément pathogène véritable. Voilà ce que je voulais vous présenter. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, j'aurais dû mettre ça en rouge. Maintenant, dormez tranquille, vous êtes protégés. J'ai été un peu rapide, j'en conviens, mais bon, comme on a commencé un petit peu tard, je ne voulais pas vous faire coucher non plus trop tard, surtout si vous avez fait un voyage long dans la journée. Ben, maintenant, si vous avez des questions à poser, on peut essayer d'y répondre. D'après ce que vous dites là, au niveau de la relation qu'il y a entre un bacille et un virus, il y a des théories qui disent que c'est simplement selon le milieu que la bactérie est bactérie, que le virus est virus. Oui, oui, là je vous vois venir, c'est théorie de Tissot, bien sûr, hein, ou Béchamp, ou des choses comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense quoi? Je pense que ce n'est pas ce qui est admis aujourd'hui, bien entendu. Non, parce que moi j'ai voulu me placer dans les conditions des connaissances actuellement reconnues. Ce qui n'empêche pas de pouvoir penser autre chose, bien entendu. C'est pour ça que dans mon bouquin, vous ne trouverez pas, ou très peu à la fin, dans un dernier chapitre, des éléments sur Tissot, Béchamp et tout ça. Par contre, je pense que ces chercheurs ont mis le doigt sur des points très intéressants. Mais malheureusement, ils avaient des moyens d'investigation. Bon, Béchamp, il faut quand même savoir que ça remonte à plus d'un siècle. Tissot, ça remonte à plus d'un demi-siècle. Leurs moyens d'investigation, oui, largement 3/4 de siècle même, leurs moyens d'investigation n'étaient pas ceux qu'on a aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'il n'est pas impossible que parmi les observations qu'ils ont décrites, il y ait ce qu'on appelle des artefacts, c'est-à-dire des choses qu'ils ont bien vues, mais qui n'étaient pas des choses naturelles, qui se sont produites, qui sont apparues lors de la préparation de leurs observations. Alors moi, je ne suis pas compétent pour vous dire si c'est bien ou pas bien. Bon, il y a eu toute une série d'éléments. Bon, ça a été refait après. Hein. Vous avez certainement entendu parler de naissance, avec, je ne sais plus comment on appelait les particules dans le sang. Les somatides. Les somatides, voilà, merci. Bon. Moi, un jour, on m'a prêté une vidéo sur les somatides de naissance. Très honnêtement, ça ne m'a pas convaincu, mais je pense que la vidéo n'était pas très bonne. Par contre, je peux vous dire que lors d'un de mes voyages en Suisse, où j'ai été invité plusieurs fois, parce qu'il y a des groupes de médecins là-bas hein, qui sont très actifs, on en a un exemplaire ici avec Françoise Berthoud. Un jour, je me suis trouvé comme ça chez le docteur Nathalie Calam, là, bon, à Neuchâtel, et puis elle m'a dit, tiens, passez donc au labo à côté, on va regarder une goutte de votre sang. Bon, j'ai dit, oui, si vous voulez, mais vous ne devez pas voir grand-chose. Hein. Bon, j'ai fait ça, moi, avec mes élèves, des tas de fois. Hein. Vous piquez, vous avez une goutte de sang, vous mettez ça sur une lame, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez essentiellement, et je dirais même uniquement, des globules rouges qui sont empilés comme des piles d'assiettes. Voilà, ben, je dis, si c'est pour voir ça, vous savez, je connais. Hein. Il dit, non, 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 c'est pas du tout ça.
Écoutez, je n'ai encore rien compris. Elle m'a pris une goutte de sang, elle a mis ça sur une lame.